C'est l'heure à présent de votre rendez-vous du lundi, rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous partons dans le Loir-et-Cher avec la sénatrice UDI-UC Jacqueline Gourault. Un département, vous allez le voir, durement frappé par les inondations début juin. Près d'un mois après, les habitants et les commerçants sinistrés ont encore du mal à reprendre le cours normal de leur vie. C'est un reportage de Samia Dachir à la Ferté-Saint-Cyr. Jacqueline Gourault, sénatrice du Loir-et-Cher, vice-présidente du Sénat. Nous sommes ici à la Ferté-Saint-Cyr, en Sologne, et nous allons rendre visite à une commune qui a subi de grosses inondations récemment et qui a été une des communes les plus touchées du Loir-et-Cher. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Comment tu vas? Et toi? Ça va mieux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Jean-Paul Prince est le maire de la Ferté-Saint-Cyr, une ville traversée par le Cosson. Ses eaux sont redevenues paisibles, mais début juin, la rivière est montée jusqu'au pont. Tout est allé très vite, même le capitaine des pompiers s'est laissé surprendre. Dans les garages, on a eu 1,50 m, 1,60 m d'eau dans les garages. D'accord. Et puis après, dans la maison, vous voyez, on voit bien sur les vitres, vous voyez à peu près à la hauteur où c'est monté. Oui, je vois. C'est monté à cette hauteur-là, vous voyez. En gros, 1,35 m, 1,40 m à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, tout le mobilier est perdu, les murs sont imprégnés d'eau. C'est très émouvant de voir au fond les dégâts que l'eau fait dans les maisons, comment les maisons sont totalement dévastées. Ça permet de toucher du doigt, je dirais, la réalité et les problèmes que cela pose à tout un chacun. Bon courage. Sur les 600 maisons de la ville, 120 ont été inondées. Grâce à la solidarité, les sinistrés ont pu être provisoirement relogés. Mais la plupart des commerces gardent porte close. Vas-y. L'état de catastrophe naturelle a été décrété, mais la propriétaire de cette pizzeria ne se fait pas d'illusions sur les indemnités qu'elle touchera. La catastrophe naturelle ne nous aide pas forcément, parce que la franchise, elle est colossale, ça représente 10% des dommages. Parce qu'il y a catastrophe naturelle. Parce qu'il y a catastrophe Et naturelle. s'il n'y avait pas eu catastrophe naturelle, la franchise était moins élevée? C'était une franchise fixe pour dégâts des eaux. Ce qui m'interpelle bien sûr en premier lieu, c'est le problème des assurances. Les témoignages qui vous disent que l'état de catastrophe naturelle finalement ne facilite pas toujours les indemnisations, mais au contraire, pour les affaires, par exemple, de franchise, va rendre les franchises plus élevées. C'est une chose que je ne savais pas, qui m'étonne. À quelques pas de là, la boulangerie est elle aussi fermée. Les dégâts se chiffrent à 300 000 €. Là, vous voyez, le four. Le four, lui, il a subi... Ah oui, en effet. Même schéma à la boucherie voisine, où toutes les machines sont perdues. Impossible de rouvrir boutique avant plusieurs semaines. Le manque à gagner est énorme. On n'a plus du tout de ressources, donc actuellement on attend les experts pour savoir comment ça va se dérouler. Et on n'en sait pas plus, ça fait quasiment un mois que le sinistre est arrivé, mais pour l'instant rien ne bouge. J'ai beaucoup réfléchi en faisant cette visite avec vous sur le fait que j'allais, notamment pour les commerçants, écrire au président de région que je connais bien, François Bonneau, pour lui dire, alors concrètement, comment on fait? Vous êtes responsable de la politique économique maintenant depuis la loi NOTRe. Comment on fait pour aider ces familles de commerçants qui n'ont plus de ressources? Pour la mairie aussi, la facture s'annonce salée. Au moins 200 000 € de travaux qu'elle n'a pas les moyens de payer. Le gouvernement a annoncé une aide exceptionnelle aux collectivités, mais personne ne sait encore de combien sera l'enveloppe. Jacqueline Gourault, bonjour, sénatrice UDI-UC du Loir-et-Cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, cette situation encore dramatique dans cette commune de la Ferté-Saint-Cyr. Après les inondations vient le temps des questions et des indemnisations. Est-ce que les départements finalement sinistrés ont été indemnisés à la hauteur de la catastrophe selon vous? C'est-à-dire que c'est un peu compliqué parce que pour l'instant rien n'arrive. Alors on a entendu parler d'aide de l'État, des départements, des régions, voire des municipalités, des intercommunalités, mais on ne sait pas très bien comment cela s'emboîte. D'ailleurs, je l'avais prévu, si je puis dire, puisque avec l'expérience, j'avais posé
au ministre de l'Intérieur cette question, dans une question d'actualité récemment, en disant mais comment tout ça va-t-il se coordonner? Et je sens pour l'instant que les assurances prennent prennent les choses en main, mais avec des nécessités d'expertise, de temps d'assèchement dans les bâtiments, et ça ne va pas vite. Et comme vous l'avez vu, il y a des couples de commerçants qui sont, bien sûr, qui ont perdu leur outil de travail, mais qui en plus sont sans ressources, puisqu'ils ne travaillent plus, ils ne peuvent plus travailler. Donc il y a une solidarité qui doit se faire. Et après cette visite, je dois dire que je vais essayer à nouveau de demander une coordination entre tous ceux qui peuvent venir aider les sinistrés. On vous a entendu aussi dire que vous alliez interpeller le président de région. Comment fait-on en tant que sénatrice pour faire avancer les choses et accélérer le processus d'indemnisation, de remboursement de ces commerçants? D'abord, quand on est impliqué dans un territoire, le premier vice-président de la région est le maire de Blois, que je connais bien puisque je siège avec lui à l'agglomération blésoise. Je vais l'interpeller directement en lui disant « Écoutez Marc, comment fait-on maintenant pour répondre immédiatement à ces sinistrés ?» Je dois préciser aussi une chose, c'est que les maires jouent un rôle absolument important. Ils ont joué un rôle important pendant l'inondation, parce qu'ils étaient là, sur le terrain, et que eux aussi vont essayer de faire accélérer les choses. Par exemple, le maire de La Ferté-Saint-Cyr organise une réunion le 8 juillet, avec tous les acteurs politiques et les sinistrés pour essayer de faire avancer les choses. Ouais. Comment on en est arrivé à cette situation? Est-ce qu'il y a une défaillance en matière de prévention de ces inondations, selon vous? C'est un peu surprenant parce qu'on est dans une région, bien sûr, c'est la Loire, le fleuve important, mais la Loire n'a pas débordé. Ce sont des rivières secondaires, voire des tout petits ruisseaux, qui ont débordé. Alors, certains pensent que ça n'est pas suffisamment entretenu, etc. Alors aujourd'hui, vous savez que les mairies et les intercommunalités n'ont pas la compétence gestion de l'eau et prévention des inondations, puisque c'est encore... ça n'est pas encore appliqué, puisque c'est la loi GEMAPI la loi MAPTAM qui a voté GEMAPI et qui va transférer en 2018 cette compétence. Là, il y a bien sûr une réalité, c'est qu'il a plu beaucoup pendant 3 jours, sans interruption, avec des pluies très 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 fortes, sur des sols qui étaient déjà engorgés d'eau puisqu'il avait plu les semaines précédentes. D'autre part, moi je crois qu'il y a un phénomène très particulier dans notre département, c'est le phénomène forêt. Vous savez que la forêt, bien sûr, dans un premier temps, sert d'éponge, c'est-à-dire est un réceptacle des eaux, mais quand elle-même est saturée, si je puis dire, eh bien, la forêt relâche toute l'humidité, et je crois que ça a, en Sologne, accentué les crues. Oui. Mais il n'y a pas eu de problème d'entretien des forêts, notamment? Non, c'est des forêts qui sont des forêts soit domaniales, soit privées, qui sont, d'une manière générale, très bien entretenues. Ouais. Je crois qu'il y a, il faut le reconnaître parfois, des phénomènes climatiques, des phénomènes naturels qui prennent le pas sur l'homme, même si la prévention est toujours nécessaire. Et par exemple, moi j'ai mis sur pied, lorsque j'étais présidente de l'agglomération, c'est-à-dire en 2001, j'ai lancé un programme qui a été parfois très mal compris sur le Blésois, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est heureux de l'avoir fait. Mes successeurs l'ont poursuivi. C'est ce qu'on appelle le déversoir de la Bouillie. Figurez-vous que dans un déversoir qui est fait pour accueillir l'eau quand il y a des inondations, eh bien, au cours des siècles, enfin du siècle dernier, s'est construit 150 maisons. Comme ça, on ne sait pas très bien comment, avec des gens de voyage qui se sont sédentarisés, d'autres populations. Et nous avons mené un grand projet avec le plan Loire Grandeur Nature de Michel Barnier, où nous avons, au fur et à mesure des cessions des maisons, nous avons racheté les maisons pour qu'il n'y ait plus d'habitants dans cet endroit. Et je crois que ça a été une très bonne idée, parce qu'aujourd'hui, ce déversoir nous a été utile dans les crues du Beuvron et du Cosson, qui sont les rivières concernées par ce que nous venons de voir à la télévision.
Jacqueline Gouraud, je voudrais vous entendre sur la loi travail. On sait que le Sénat a terminé l'examen des articles et des amendements vendredi. Après 2 semaines, est-ce que le texte qui a été modifié par la Haute Assemblée vous convient ? Oui, il me convient globalement, même si c'est toujours perfectible. On a pu dire qu'il était peut-être trop libéral pour les centristes. Nous avons eu, je ne peux pas le cacher, de grandes discussions sur l'affaire des 35 heures. Alors, quand on voit, je dirais, ce qui est dit sur les ondes nationales, on dit que c'est la suppression des 35 heures. Ça n'est pas tout à fait cela, hein. Il s'agit de dire qu'il y a des accords d'entreprise et que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, on peut aller au-delà des 35 heures, c'est-à-dire jusqu'aux 39 heures. Mais globalement, je crois qu'il y a eu un très bon travail de fait. Nous avons eu d'excellents rapporteurs et globalement, je crois que le groupe votera le texte, je dis bien le texte du Sénat. Parce que c'est toujours difficile à faire comprendre par les citoyens. Quand on nous voit voter la loi travail ou la loi El Khomri, les gens se disent tiens, c'est bizarre, mais il faut expliquer, bien sûr, que c'est un texte modifié par le Sénat. On a pu dire aussi que ce texte servait finalement de laboratoire en cas d'alternance en 2017 sur les propositions économiques. Est-ce que ce sont aussi les propositions des centristes ? Moi, je vais vous dire, je suis tout à fait prudente par rapport à cette pensée ou ces déclarations. Je pense qu'on est, loin du scrutin présidentiel, 2, il y a l'étape des primaires qui concerne bien sûr les Républicains ici au Sénat, que la situation économique, politique et sociale évolue vite, qu'il y a des événements que nous ne maîtrisons pas comme ce qui vient de se passer avec le Brexit. Je pense que les laboratoires, je crois qu'on a des grandes lignes, on a des grandes idées. Nous les défendrons au moment des présidentielles, mais ça n'est pas l'heure des programmes présidentiels ici au Sénat. Oui, justement, vous en parlez, vous êtes proche de François Bayrou, qui soutient Alain Juppé. Si Alain Juppé n'est pas le candidat de la primaire de droite le soir du 27 novembre, est-ce que François Bayrou devra se présenter pour qu'il y ait une candidature du centre ? En tout cas, lui a toujours dit que si les électeurs, les citoyens n'avaient comme choix sur la table qu'un choix entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et Marine Le Pen, qu'à ce moment-là, il ferait ce qu'il faut. Je crois que c'est suffisamment clair. Oui, même si on sait que les sondages sont assez mauvais pour lui, entre 9 et 12% en ce moment. Ah ben moi, je ne trouve pas ça mauvais du tout. Ça prouve qu'il y a une famille politique centriste en France, qu'elle soit à 12% aujourd'hui comme base, parce qu'on a même vu des sondages où il était, lui, François Bayrou, à 14%. Il y a une chose qui est certaine. S'il y a un candidat centriste, je suis sûre que ce doit être François Bayrou, parce qu'il porte cette famille centriste, il porte cette idée. Cette famille centriste continue d'exister grâce à lui. Et après une campagne, on peut imaginer que le score sera encore beaucoup plus haut. Merci beaucoup, Jacqueline Gouraud, d'avoir répondu à mes questions. C'est l'heure de la rubrique Alex refait le portrait. Bonjour Alex. Bonjour Delphine. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, moi ça va aussi. Madame Gouraud, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous voir. On va commencer cette chronique en parlant de politique. Comment êtes-vous arrivé en politique ? J'ai cru comprendre que c'était un peu par hasard. C'est en allant à la pharmacie, vous avez rencontré la belle-sœur de Valéry Giscard d'Estaing. L'histoire commence comme ça. Pour la campagne présidentielle de 1974, c'est vrai, qui me demande de m'occuper de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing dans le Loir-et-Cher. Mais c'est ce qu'on appelle le conjoncturel. Il y a du structurel quand même derrière. Bon, la conclusion, c'est heureusement que vous n'avez pas croisé la belle-sœur de Jimi Hendrix. Ça aurait pu être plus rock, remarque. Oui, on ne sait jamais. Vous savez, toute vocation est bonne à prendre. Alors la politique, c'est bien, mais l'histoire géo, c'est encore mieux. Vous allez même devenir professeur d'histoire géo et vous en avez gardé des séquelles. Parfois, lorsque vous présidez la séance au Sénat en tant que vice-présidente, j'ai l'impression de revoir la professeure d'histoire géo. Vous faites peur à tous les élèves, regardez. Qui est pour ? Qui est contre ? Eh bien, on va faire un assis debout pour la fin. Ah ben, c'est comme ça, hein. On ne peut pas faire autrement, parce qu'à 1 d'écart, moi, je fais un assis debout. Alors, qui est pour ? Bon, si vous le prenez comme ça, moi, perso, je suis pour. La politique, encore la politique, toujours. Vous êtes très proche de François Bayrou, Delphine l'a dit. Selon nos confrères de Rue 89, il vous appelle même 10 fois par jour.
vous avez de la chance. Alors apparemment, il vous appelle pour un oui ou pour un non. C'est la mode en ce moment, avec tous les référendums, ça tombe bien. Alors certains disent que François Bayrou, pour lui, vous êtes un peu la France profonde. C'est quoi la France profonde, Madame Gouraud? Je suis pour lui quelqu'un qui a toujours été proche du terrain, qui a des racines dans le département où elle vit et qui, je crois, par héritage paysan, a un certain sens du discernement, du bon sens, on dirait d'une autre manière, et qui reste bien les pieds sur terre. Et donc François Bayrou aime bien m'interroger, où on discute. Qu'est-ce que tu as entendu, par exemple, pour prendre un exemple récent, le Brexit. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as entendu sur le terrain? Qu'est-ce que disent les gens? Il se trouve que c'était la fête de l'école de ma petite fille, samedi. Comme beaucoup de monde. Et voilà. Et tous les gens m'ont parlé de ça. Tous les gens m'ont parlé de ça. Ils ne me parlaient plus de la loi travail. Ils m'ont parlé de la sortie de l'Angleterre. Et les gens, à la fois interrogatifs, tristes, et en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelles conséquences ça va avoir pour nous, encore dans une France déjà en difficulté économique et sociale? Est-ce que ça ne va pas être encore quelque chose qui va se rajouter? Donc il consulte le terrain en vous parlant. Il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi vos chevaux, bien sûr. Un de vos chevals a gagné le prix du président de la République en 1981, si je suis bien informé. Il paraît que c'est à partir de ce moment-là que François Bayrou a commencé à croire en vous. Bref, passons. Vous êtes une grande lectrice de polars. Il paraît, des polars suédois, norvégiens. Qu'est-ce qui vous plaît dans les polars, plus que dans un autre genre de littérature? J'aime bien l'évasion, j'aime bien aussi le mystère et la démarche construite pour essayer de déceler la vérité et l'énigme dans le polar. Un peu comme en politique. Peut-être. Mais c'est quelque chose qui... Voilà. J'aime bien les romans d'une manière générale, mais j'aime bien les polars. Il paraît que vous aimez beaucoup les livres de Camilla Lackberg. Est-ce que vous avez lu le dernier livre? Non, il est sur ma table, mais je me le réserve. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est amateur de polar, on prend son temps pour le lire, et je me le réserve pour après le 22 juillet. Très bien, je suis triste parce que je vous l'avais acheté. En fait, c'était un cadeau que je voulais vous faire pour la fin de l'année. Je voulais vous le dédicacer, c'est pas grave, je vais le garder, je vais le lire. Je découvrirai Camilla Lackberg. Dernière question, ma chronique est terminée. C'était drôle, est-ce que vous avez aimé? Je parle à la sénatrice Jacqueline Gouraud. Oui, bien sûr. Enfin, vous parlez à la femme parce que moi, je fais pas de différence entre ce que je suis dans la vie quotidienne, ce que je suis au Sénat, voilà, ou quand je suis avec des personnalités politiques. Je crois que c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'être soi-même, toujours. D'accord, bon, c'est gentil, ça me fait plaisir. On va demander maintenant à la professeure d'histoire, Jacqueline Gouraud, est-ce que vous avez aimé ma chronique? Regardons. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Voilà, je crois que c'est clair. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci Alex, merci.